Je crois qu'on est parti, on va pouvoir upgrader, updater mes différents decks. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai fait une vidéo notamment au mois de décembre, juste avant Noël, qui présentait l'entièreté de ma collection de decks, tous les jeux sur lesquels eh bien, j'essaye de suivre la compétition, avoir mes propres decks pour pouvoir me déplacer et jouer. En 2025, j'ai beaucoup plus l'occasion de pouvoir aller faire des tournois. Il y a plus de communautés qui sont créées autour de chez moi. J'ai pu faire du One Piece, je peux faire du Lorcana, je peux faire du Star Wars. Donc c'est hyper stimulant, hyper cool. J'avais beaucoup de decks qui étaient dans ma besace en 2024, mais finalement que j'utilisais pas parce que j'adorais avoir le droit de pouvoir jouer le deck et puis finalement, il se trouve que j'avais pas forcément les occasions. Là, j'ai un peu plus les occasions et j'en suis ravi. Donc là, on va updater certains de mes decks, ceux qui, en tout cas les TCG qui me demandent d'avoir une actualité dessus, ou parce que je vais devoir jouer prochainement, ou parce que je fais des tournois locaux près de chez moi. C'est une grosse veille pour pouvoir tout le temps être à jour, tout le temps modifier mes decks. C'est quelque chose que je fais souvent en off. Je me suis dit que j'allais le partager directement en live avec vous aussi sur YouTube. N'oubliez pas d'ailleurs sur YouTube le pouce en l'air, le partage dans l'espace commentaire et l'abonnement. Ça vous permet de remporter 80 € peut-être de bons d'achat sur labellecarte.fr. N'hésitez pas à rejoindre directement le lien qui est en description. Vous avez le code VALEPL 2025 qui vous donne 5% de points de fidélité sur votre première commande. Et évidemment, si jamais vous avez des précommandes à faire ou alors des commandes à faire sur différents TCG, Lorcana, Star Wars, One Piece, Altered, tout est listé sur la belle carte. Vous voulez nous soutenir le projet, faites vos achats chez nous, ça nous soutient. Merci énormément. Maintenant que cela est dit, on va prendre le temps de faire ce que je dois faire en off normalement, c'est-à-dire mettre à jour les différents decks que je vais devoir jouer prochainement, ou en tout cas que j'avais envie de mettre à jour. On va mettre à jour Star Wars, on va créer de toutes pièces mon prochain deck Flesh and Blood, on va créer de toutes pièces mon prochain deck Yu-Gi-Oh! Et puis... je crois que j'ai pas grand chose à mettre à jour sur l'Orcana, mais je pourrais vous partager la decklist histoire de faire un petit contenu sympa où on voit des cartes, on discute, on échange avec le chat. Finalement, ranger à plusieurs, c'est quand même plus sympa que ranger tout seul. Quand tu joues à plein de TCG, il y a aussi les tâches de manutention, donc les mises à jour des decks. C'est pas hyper passionnant à faire. Je me suis dit que c'était peut-être plus sympa de le faire en live. Tu penses quoi des précos de One Piece? On s'y est mis avec mon fils récemment. Ce sont de très très bons préconstruits. Je les valide tout à fait. Ils sont très cool. Allez, on est parti. Je vous mets la caméra prête à l'utilisation en version zénithale. Parfait. Le premier deck que j'ai envie de monter de toutes pièces, c'est Florian. Il faut que je passe de Aurora à Florian. Aurora qui était le Runeblade qui a rushé les 1000 points hyper rapidement, qui était le deck que je jouais. Donc ce deck-là qu'on va devoir défaire maintenant pour pouvoir passer à Florian, qui a un autre Runeblade qui va utiliser l'affinité Earth et non pas l'affinité Lightning. J'ai commandé toutes les cartes qui me manquaient pour pouvoir monter le deck, donc j'ai tout reçu. Maintenant que j'ai tout reçu, on va pouvoir s'atteler à faire les changements. Voilà, tout simplement. Altered, c'est fini ou juste il n'y a pas de tournoi d'occasion de jouer? En fait, Altered, je joue beaucoup sur Internet. Donc du coup, j'ai pas forcément besoin de tenir à jour mes decklists en papier. Quand bien même, je l'ai quand même fait. J'ai mes listes qui sont à jour avec le set numéro 2 parce que parfois, je joue avec ma compagne. Mais là, j'ai pas d'incitation compétitive prochainement à jouer en papier parce que j'ai pas de tournoi physique de Altered près de chez moi en papier. Donc, j'ai pas forcément besoin de mettre à jour ces decks-là. Je vais attendre les sets numéro 3 et donc la nouvelle extension, les Murmures du Labyrinthe, pour pouvoir mettre à jour mes decks. Peut-être que j'en ferai une vidéo et que je vous communiquerai dessus. Mais là, il n'y aura pas d'Alterd dans cette vidéo, non. Et One Piece, tu joues quoi? Barbe Noire et Plouffi. J'ai aussi Doflamingo, mais je joue moins. Toujours dans les decks de méchants. Bah non, Runeblade, pourquoi ça serait forcément les méchants? Pourquoi ils ont toujours le mauvais rôle, les Runeblade? On te donne l'opportunité de les jouer. Donc, ils sont pas si méchants que ça. Donc malheureusement, Aurora, l'étoile filante, elle est partie trop tôt, comme une étoile filante. Hop, avec la version Marvel, évidemment. Qui sera remplacée bien gentiment par notre ami. Où est-il? Parce qu'ils sont bientôt tous LL. Oh, Florian, il y a un peu de temps. Par notre ami Florian, lui aussi en version Marvel. Et on est parti pour la decklist. Belle carte Aurora? Ouais. Ouais, belle carte. Donc on va prendre la liste de... Alors sur Flesh and Blood, je suis pas du tout encore dans le game de faire mes propres decklists, mes propres choix, mon propre fine-tuning.
Pardonnez-moi, quelle honte. Je vais sur internet, je net deck et on est parti quoi. Ouais, c'était la DA de la belle carte, violet et rose, j'adore. Enfin, bleu et rose plutôt. Donc là, on va prendre la liste de Shoma Yamamura, qui a gagné le ProQuest Singapour. Et donc ça va commencer avec donc, le héros. Ensuite, au niveau de son stuff, on a besoin de Diadic Carapace, les graspes. Ok. Ah ouais, Florian, il a ravagé les PQ. Ça m'étonne. Ah, j'ai un truc qui n'est pas arrivé. Ok. J'ai pas exactement tout encore pour Flo. Il me manque les Wild Grounded, mais ça, c'est pas très grave. Florian va rester extrêmement fort si Nécromancien devient dominant. Ouais, je vais monter Nécro en plus à la sortie de High Seas, moi. Donc il me faut. Ok, on va chercher mon stuff Flesh and Blood. J'arrive. YouTube, il n'y aura pas de cut dans cette vidéo. Vous allez vivre une expérience live. C'est un peu le but hein, de cette vidéo à la cool. Donc, on va chercher dans le stuff tout ce dont on peut avoir besoin. Voilà, le Barskin, le Face Purgatory, ok. À noter que je vais monter Nécromancien avec ICs, je vous partagerai la decklist, et je vais monter le nouveau deck Gardien. Ça sera peut-être Valda. J'ai notamment récupéré le torse de Valda en prévision au mois d'août avec le Mastery Guardian Pack. Vous avez compris, on essaye de maxer Flesh and Blood parce que j'adore ce jeu, quoi. Petite verdance ici en Marvel. De quoi est-ce qu'on a besoin d'autre? Non, je crois que c'est tout, là. Là, on a ça. Ok. C'est un peu le bordel. On va essayer de ranger ça proprement pour que vous ayez un visuel plutôt carré. Dommage que ce soit un pirate, c'est vrai. Genre, c'est pas forcément un plus pour moi que ce soit un pirate, quoi. C'est juste en mode, ah ok, il est pirate. Fine, quoi. Au contraire, ça le rapproche beaucoup de cette espèce d'univers commun qu'on a tous de manière inconsciente avec... donc là, c'est Gravy Bones, et on connaît tous David Jones à cause de Pirates des Caraïbes, et c'est vrai que ça le rapproche beaucoup de cette entité-là. Et je m'en serais passé, quoi. Alors, il me faut Reaping Blade. Et donc là, on va chercher dans le stuff à la fois les petites bottes les petites nulles runes. Et à la fois la Reaping Blade. Est-ce que je peux vous partager ça? Ça sera quand même plus sympa. Ouais, c'est un peu compliqué de vous partager. En gros, là, c'est là où je range tout le stuff. Et donc, j'ai plus qu'à aller chercher dedans l'âme de récolte, en français. C'est très moche comme nom. Et il faut que je trouve donc les Null Rune Boots. Pourquoi je les trouve pas? Est-ce qu'elles seraient pas dans un autre deck? Ouais, c'est possible. C'est possible qu'elles soient dans un autre deck, donc je vais voir. Tu vas switch sur le prochain nécro? Ok. À cause de, pareil, de ce truc de lore qui le rapproche un peu trop de David Jones, ou rien à voir? Ou parce que tu détestes les pirates?
Ah, ça fait plaisir, les royaumes de kayak. T'es reçu ton tapis, ravi de l'entendre. Elles sont là. Dieu que c'était difficile, je les ai trouvées dans Bravo. Oui, parce que j'ai mon deck Bravo qui est encore monté alors que... Il est là, hop là, avec le petit Bravo en Marvel. Magnifique. Mais ça, Bravo, pareil, on le démontera et on updatera la liste quand le Mastery Pack Guardian sera sorti. LSS cherche à faire un maximum de héros non original pour rendre les gameplays identifiables extrêmement facilement. Ok. Ouais, bon, c'est juste... Comment dire ? C'est juste que ce qu'on aime bien avec Flesh and Blood, c'est aussi que ça soit une licence originale. Et donc, de par le fait que ce soit une licence originale qui va à l'encontre du fait que maintenant tous les TCG ont des licences bankable, entre guillemets, bah, quand on a une bonne licence originale qu'on aime bien, j'avoue que les rapprocher de licences plus identifiées mainstream, bah, presque ça dessert le propos pour ceux qui sont déjà acquis à la cause de Flesh and Blood. Donc, j'avoue que ce Gravy Bones, là, je me serais passé de... Je me serais passé de ça. Donc là, normalement, on a tout le stuff. Si je dis pas de bêtises, il me manquera juste les plumes of Evergrowth que je dois avoir peut-être dans mon stuff. Ouais, c'est bon. Imagine, il ferait ça avec Magic. Bah justement, c'est bien pour ça que quand on va sur Flesh and Blood, on n'a pas envie d'avoir la même problématique, quoi. Ok, donc là c'est Arcade Seeds qu'il nous faut. Donc ça sera une carte Runeblade. Donc c'est dans mon classeur à Runeblade. Le classeur à Runeblade, c'est parti. Il faut admettre que ça collait très bien avec le thème. Je comprends qu'ils aient saisi l'occasion. Ouais, je comprends aussi. Hein. Après, encore une fois, il y a deux choses. Il y a comprendre pourquoi ils le font et kiffer ou pas kiffer. Moi, je comprends qu'ils l'aient fait. Juste balèque, quoi. Tu vois. Et ça commence par 3 Arcane Seeds. Ensuite, les Bumble Spark. Donc ça, c'est une carte Runeblade également, élémentale. Donc on va aller la chercher. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux versions de Florian. Moi, je veux la version vraiment qui se rapproche de Bravo, c'est-à-dire tu tankes et tu fais un coup de Ripping Blade, tu tankes, tu fais un coup de Ripping Blade, et puis dès que tu as décomposé assez et que ton héros il est retourné, tu peux commencer à générer plus de runechant pour taper avec Ripping Blade et avoir des maths un peu favorables. Tu as la portion un peu combo avec les channels Millennium Tree dès lors que tu affrontes des decks contrôle. Mais j'ai vu qu'il y avait des versions Florian plus agressives, moins tanky, moins bloqueuses, qui jouaient plus autour de la création de runechant. J'avoue que je connais pas du tout ces versions, ça me parle pas trop, j'ai pas trop envie de jouer ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu en train de se tourner vers ça. Florian, vous avez un avis là, les fabistes, ça m'intéresse. Les fabistes, c'est pas beau les fabistes, on avait dit qu'on vous trouvait un autre nom. Les Blooders, hein. Pour moi, Marcel avait raison. Hein. Vous êtes les Blooders pour moi. Tu vas pas stack 50 runechant pour tuer le type ça me parle pas. Peut-être c'est le meilleur plan, hein. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis juste que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Tu captes? Allez, là j'ai les deux Millennium Tree, il va m'en manquer un. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout à portée de main. Sinon ça serait chiant. Florian Sceptres sont assez populaires. Ouais, c'est ça, mais ça me parle pas. J'espère que ça sera pas vraiment la norme et que je serai pas excentrique à jouer une version plus classique. Ensuite, on a les 3 Command and Conquer qui, eux, doivent être dans mon deck Kaio, je pense. Donc, je vous montre là tout le deck Kaio, évidemment, qui est full. Et qui, en vrai, un jour, lui, quand tous les héros de MST seront partis, il va redevenir fort et je serai content de l'avoir. Donc lui, je le laisse monter. C'est un peu mon deck brut de secours, quoi.
Pour ceux qui aiment les grosses brutes, ça tape bien fort, c'est bien cool. C'est juste que le deck s'est fait stopper net à la sortie de MST parce qu'il n'avait pas un très bon match-up contre les différents nouveaux héros. Mais du coup, il n'a pas rush ses points. Ce qui fait que si jamais on veut jouer brut, bah, on n'a pas tant d'options que ça que Kaio. Ce qui fait qu'à un moment, il reviendra. Les héros de MST, c'est Mistveil. C'est vrai que dit comme ça fait un peu bizarre. On parle pas du tout de maladie transmise par les organes génitaux. On parle d'insectes. Très bien, les strikes. Oh, les strikes, ça, quelle histoire. En gros, les strikes, quand Lancelot il est venu à la maison, on a beaucoup joué à Fab. On a même que joué à Fab, parce que bah, quel plaisir d'avoir l'occasion de jouer à Fab. Et le concept, c'était quoi? Je devais lui prêter mes E-Strike pour les mettre dans son deck Florian, pour que je puisse jouer Florian contre sa Aurora qui avait déjà ses propres E-Strike. Donc on a pris son deck Florian et on a mis mes E-Strike dedans, sauf qu'il est rentré en Suisse avec mes E-Strike. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il me les a renvoyés de Suisse, et ben en fait j'ai pris de la douane. Donc j'ai payé 10 € pour avoir le droit de récupérer mes E-Strike. C'est pas fou comme histoire quand même? Alors qu'il a déclaré ça en gift. Je sais pas pourquoi j'ai été douané sur juste le fait, c'était pas de la marchandise, c'était pas un achat. J'ai juste récupéré mes E-Strike et on m'a demandé 10 balles. Et j'étais en mode, mais c'est du racket, c'est à moi. C'est vraiment l'enfer, quoi. Donc quand vous avez un pote suisse qui vient chez vous, n'oubliez pas vos affaires. Voilà, vous le paierez. Minimum 10 balles, du coup. J'étais en mode, est-ce que je paye 10 balles pour récupérer mes 120 € de carte? Ouais, bah je vais payer, hein. Je vais payer, quand bien même j'en étais pas ravi. Ok, donc là on avance. Failing of the Crown, quel plaisir. On joue tous Earth, rien que pour cette carte, bien sûr, qui est la carte un peu pétée du jeu. J'ai eu la chance, je les ai récupérés à une époque où ça valait pas encore ce que ça vaut maintenant. Je crois que c'est passé à 60 € pièce. Donc force à ceux qui ne les ont pas. Moi j'ai eu la chance de les acheter à la sortie, directement. En fait, je savais que j'aimais bien Florian, je savais que j'aimais les Runeblade, donc j'ai acheté tout ce qui était attrait à la classe. Je regrette d'ailleurs de ne pas les avoir pris en foil à l'époque. J'étais pas pimper, quoi. Les carapaces, celles-là, on a eu l'occasion de les récupérer en foil. D'ailleurs, tu prends Fab à la Magic Mania, histoire qu'on se tape un peu, avec grand plaisir. Si je pensais pas, mais si tu me le demandes et que tu es là, on se fait ça, bien sûr. Je serai à la Magic Mania avec du Fab, puisque tu le demandes. C'est lui qui est Yuko quand tu vas. Oh, je vais pouvoir enfin... Non mais quel plaisir. Je vais pouvoir enfin lister mes shelters. Shelter foil le Jap, hein. Attention, on a mis le budget. C'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de pré-moderne, hein, les poulets. Quand je vous disais, ouais, il y a des dépenses qui arrivent en juin, et puis j'ai déjà dû faire des dépenses, bon, bah, il y a aussi des shelters en foil, quoi. Mais cela dit, shelter pas foil, c'était déjà cher. Donc bon. C'était déjà très cher en non-foil. C'était une dépense obligatoire. Là, ça me demande des Run Rager Swarm. Ok, très bien. Donc ça, on va le chercher dans le classeur de Runeblade. C'est long de monter un deck Fab, hein. Et pourtant, j'ai un rangement que j'estime être optimal. Donc rangé par classe. Et ensuite par couleur. Que voulez-vous? Ça prend le temps que ça prend. C'est pour ça, quand je le fais seul comme ça, généralement, je me mets une vidéo en fond. Je me dis, oh, tu dois pas être le seul à faire ça. Vas-y, partage avec les copains, quoi. Yep. Scar for Oscar Red. Mais trop bizarre de jouer ça, non? Pourquoi Scar of Scar? Est-ce que tu dirais que Fab est plus coûteux comme passion que Magic? C'est sensiblement pareil, je crois, hein. En fait, l'avantage de Fab, le prix d'entrée est élevé parce que les génériques coûtent cher.
Tu vois, des shelters, c'est 70 balles pièce. Tu veux des Warmongers, 60 € pièce. Donc, t'as quand même un certain paywall qui est un peu de l'ordre de grosses cartes de format éternel à Magic, genre de moderne, tu vois. Par contre, tes cartes décodent pas. Donc ensuite, suivre l'actualité de Flesh and Blood, euh, vu que il y a peu de power creep et que la plupart des génériques dans lesquels tu as mis de l'argent ne dévaluent pas, je trouve que le prix d'entrée est peut-être un peu plus cher, mais le suivi au global ne l'est pas tant que ça. C'est sûrement une tech pour Aura, Scar for Oscar. Ouais, ça me paraît chelou. Je vais pas les sortir pour l'instant. Les Singbilo. J'ai malheureusement pas encore de très beaux Singbilo, donc on va se contenter des très moches que j'ai. C'est ça dans l'idée. Fab, c'est un peu rentré dans le moderne, mais suivre Fab, c'est du standard en gros. Ouais. Est-ce qu'ils font des rééditions pour les cartes chères génériques? Oui, mais ils veillent à ce que ça dénature pas le prix sur le marché secondaire. Donc en gros, il y a des rééditions, ce qu'on appelle des rééditions dans les expansion slots. On a eu notamment Command & Conquer, qui est une des meilleures génériques du jeu, qui a été réédité là récemment dans The Undead. Ils ont annoncé qu'il y aura d'autres rééditions hyper coûteuses, notamment qui arrivent dans Ices. Mais en même temps, ça reste des rééditions dans des expansion slots, donc pas hyper non plus imprimées, qui permet de faire un peu descendre le prix, mais jamais chuter. Tu retrouveras jamais une carte à 60 balles comme à Yu-Gi-Oh! Descendre à 5 €. Ça n'existe pas dans Flesh and Blood, et c'est surtout pas voulu par l'éditeur. Il veut vraiment que les gens qui dépensent, qui buy single des cartes d'une certaine valeur, eh bien continuent à avoir des cartes d'une certaine valeur. Tu vas prendre les signes de Projet Blue. Si on m'en propose un prix décent, oui. C'est quoi un prix décent? 100 balles pièce, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Gargage? Toi, tu te situes où là-dessus? J'avoue que je prends le conseil. Il me faut les syncs de mon deck Bravo, je pense. Donc là, pareil, c'est mon deck Gardien Bravo. Et les signes qui sont là. J'ai pas vu le dernier Dev Talk, mais je connais la politique. C'est la même depuis des années. Je connais la politique de LSS. Ils ont toujours assumé le fait de vouloir avoir un œil attentif sur le marché secondaire et sur la dévaluation des cartes. Ils supportent pas que tu puisses acheter une carte 60 € et qu'elle en vaille 10 un an plus tard. Donc ils font en sorte justement de essayer de travailler sur l'accessibilité financière du jeu, et ça, donc ça passe par des réimpressions, mais en même temps, si le contre-coup c'est que tout ce que tu achètes n'a plus aucune valeur, ils réfutent cette idée-là, donc ils essayent de trouver l'entre-deux. Ma foi, pas toujours facile à atteindre. Hein. Summerfall, c'est ici. Il faut que je récupère les deux autres qui sont donc dans le classeur Earth. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de power creep? Ça doit bien arriver qu'une version de Staple soit moins jouée au détriment d'une autre. Non. Dans les cartes génériques qui ne sont pas des cartes de classe, Kanji Ben, il n'y a pas de carte de power creep. Toutes les cartes qui sont été éditées dans WTR ou dans Arc Rising, qui sont donc les premiers sets du jeu, n'ont pas de version power creepée. On a des versions différentes. C'est-à-dire Command & Conquer, qui est une 2 pour 6 qui a un effet on hit. Eh bien, il y a 5, 6, 7, 8 versions de 2 pour 6 qui ont des effets on hit, mais qui ne sont pas strictement supérieures à Command & Conquer, qui sont juste des versions différentes, avec des on hit différents en fonction de match-up différents. Pareil pour les staples génériques qui sont des défenses-réactions. Tu peux estimer que Shelter est un power creep à Sing Below, mais il y a plein de decks qui vont jouer et Sing Below et Shelter. Parce que ce ne sont pas des cartes qui sont strictement supérieures, mais des effets qui sont différents. E-Strike ne sera probablement jamais power creepé. Donc tant que E-Strike sera légal, on pourra jouer des E-Strike, et donc ils vaudront toujours 40 €. C'est la politique, la manière de développer le jeu, et un truc qui est hyper impressionnant avec Flesh and Blood, c'est que non, on ne fait pas des cartes meilleures que celles qui existent déjà. Et tu peux regarder sur toutes les cartes génériques du jeu, il n'y a pas une carte qui est juste la même en mieux. En tout cas, surtout pas dans les Majestiques. C'est la puissance d'avoir des classes, d'avoir plein de héros. Ça te permet justement de faire plein de choses différentes. Par contre, il y a du power creep dans les héros et dans les classes quand même.
tout à fait. Moi, je parle, ils veulent pas power creep des cartes avec un gros prix, Olerias. Et donc, du coup, dans tes staples génériques qui coûtent cher, elles ne sont pas power creepées. Tu as forcément des héros qui sont plus forts que d'autres dans les classes en interne. Mais ça n'impacte pas le coût financier de ton jeu. Ouais, c'est vrai, Densha. Ils ont aussi édité en bord blanc pour que les versions bord noir décotent moins. Donc après, voilà, c'est une philosophie, elle est assumée. On adhère pas. Donc le jeu a un certain prix d'entrée. Mais par contre, une fois que tu es dedans, déjà, tout ce que tu as investi, bah, tu le récupères très facilement. Notamment sur les génériques, encore une fois, pas forcément sur les cartes de classe, parce qu'en fonction de la jouabilité de ta classe, là, le prix fluctue. Mais sur toutes les cartes qui, elles, sont génériques et chères, tu perds pas ta mise. Donc là, on va chercher Swarming Gloom Veil, qui est là. Là, tu vois, c'est des majestiques que j'ai depuis 3-4 ans et elles sont toujours au même prix. Et c'est pas prêt de baisser. Runique à réclamation. Tu dirais combien le prix d'entrée moyen d'un deck compétitif? Ça dépend le deck. Tu vas être à 500 € pour les decks les moins chers. 600 € peut-être, parce que le stuff a quand même une certaine valeur. Tu as toujours besoin de certaines staples génériques. Je pense Shelter qui rentre dans tous les jeux. Donc on va dire 500 pour le moins cher, en moyenne 700, et le prix le plus cher est plutôt à 1200. Après, encore une fois, tu peux jouer un deck compétitif sans le full opti. C'est-à-dire que par exemple, ces cartes-là, que sont Shelter, ne sont pas obligatoires, et le peu de win rate que tu vas perdre en ne les jouant pas est finalement assez anecdotique dès que tu fais du tournoi boutique. Donc en fait, tu as des decks opti à 700 ou 800 € parce qu'il y a 200 balles de Shelter, qui descendent à 500 € ou à 400 € parce que tu n'as pas les shelters que tu peux remplacer par des Fate Forcing ou par des comment ça s'appelle, pardon, j'ai plus le nom, ou par des Sing Below. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as Sing Below dans ton deck, à moins que tu aies fait 300 parties, que tu fasses des Pro Tours et des Calling et que tu aies un sample de jeu complètement monumental, la perte de win rate de ne pas avoir des shelters dans ton deck, tu la sentiras pas passer. Donc en fait, encore une fois, le deck opti à 700 balles, il peut être vraiment opti à 400 €. C'est en fonction de toi, tes budgets et tes moyens, quoi. C'est vraiment tout dans Flesh and Blood, c'est de la micro-optimisation. Et donc tu peux te passer de certaines micro-optimisations. C'est pas comme si tu n'avais pas ta Bolt dans ton deck Burn dans Magic, où là, bah, si tu n'as pas de Bolt, le deck il fait plus rien. Là, tu as vraiment beaucoup de cartes chères qui sont vraiment des petits ajustements de pourcentage et de win rate. Ok, maintenant on va chercher Plunder dans les cartes majestiques jaunes. AK, démolir en français. Ah, j'ai tout acheté en français alors que maintenant j'achète qu'en anglais. Saussade. Les carapaces. Hop là. Et après, tu as Felling of the Crown. Oui, par exemple, Felling of the Crown, ça, tu es un peu obligé de les avoir. C'est comme les. Comment ils s'appellent c'est comme les codex. Si tu joues Ranger ou Assassin, tu es obligé d'avoir tes codex. Mais il y a des classes qui n'ont pas de carte de classe chère. Et dans lesquelles tu peux largement te passer de certaines staples génériques. Ce qui te permet du coup d'avoir des decks assez peu chers. Je veux dire, à Flesh and Blood, on joue quand même des communes et des Unco. Donc forcément, le prix n'est pas toujours hyper élevé. Autumn Touch, on repart dans le classeur de cartes élémentaires. Pour ces précisions, je pense que c'est important de parler de ces sujets pour Fab, qui est un jeu un peu opaque à l'acquisition. Ouais, n'hésite pas, hein, si vous avez des questions, je suis là. Franchement, on est sur un stream justement où on discute. Le but, c'est de chatter, de discuter de chaque TCG sur lesquels là, je vais faire les petits upgrades. Et donc, si on peut rassurer les gens, informer les gens sur la viabilité et sur le prix d'entrée de Fab, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis là pour ça et c'est un grand plaisir d'ailleurs d'être là pour ça. Ok, on a une générique ici avec le Battlefront Bastion. J'adore cette carte, hyper cool en plus.
Là, on est dans le classeur à générique. J'ai pas vu vos réponses sur le nouveau Singbilo, là. Vous pensez que ça va coûter combien, cette histoire? Hop, les 3 bastions. J'ai acheté mes 2 premiers decks Armory hier. Hâte de tester ça en espérant que mes potes accrocheront. Sinon, ça va juste finir au fond du placard. Franchement, Armory, c'est pas hyper cher pour le contenu que c'est. Tu peux déjà t'amuser un peu compétitivement parce qu'ils sont quand même bien fournis. Et bah, tu auras au moins dépensé le prix du plaisir de pouvoir découvrir le jeu, même si ça finit au fond d'un placard. Ou alors, tu auras aussi l'occasion de trouver d'autres potes à qui faire tester. En vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Canopy Shelter, tiens. Vous savez dans quoi c'est Canopy Shelter? Eh bien, c'est dans un starter deck. Vous savez ce que c'est un starter deck? Ce sont les decks First Strike avec lesquels on débute le jeu. Et plutôt que d'acheter la carte, eh bien, j'ai acheté directement le deck pour avoir Terra, qui est donc le héros, disponible seulement dans First Strike et son équipement. Et parce que c'était quasiment... En fait, acheter la carte, ça revenait à acheter le prix du deck. Allez, on a pris directement les decks. Je pense qu'en dessous de 4 chiffres en Europe, je serais surpris. Ah bah moi j'ai mon pote Lancelot qui les a déjà achetés pour beaucoup moins cher que 4 chiffres. Hein. Alors, il a peut-être eu un tuyau, mais en gros il y a déjà des gens qui vendent le fait d'aller au calling Nouvelle-Zélande et qui vendent déjà les 3 syncs. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, hein, il me semble qu'il les a topés pour 400 € et quelques, les 3 450 €, je crois. Ça vous paraît délirant? Je pensais même que ça allait être moins cher, moi, tu vois. Je me suis dit, ah, j'attendrai un peu. Ça reste de la carte de présentation, c'est pas de la carte de... C'est pas de la carte de victoire, quoi. Il y en a au calling, je n'étais pas au courant, mais c'est pas lors d'un calling que c'est distribué? Je me trompe peut-être, hein, Oliria, j'avoue que j'ai pas la connaissance. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle d'une carte promotionnelle à dropper, en tout cas qui sera distribuée seulement en Nouvelle-Zélande. Je croyais que c'était une exclue pour les bêta-testeurs. Non, pour moi, c'est la carte. C'est la carte qui sera distribuée au... C'est pour un événement ouvert test. Ok, d'accord. Donc c'est pas un calling, c'est un open. C'est un open où les gens vont pouvoir tester le nouveau projet de LSS. Et donc du coup, ça sera distribué globalement dans les mêmes proportions que si c'était une carte de calling. Aucune idée de son prix en vrai. Voilà, là on a le deck Terra. Donc déjà, ça va me permettre de pouvoir récupérer le héros avec son stuff, qui est seulement disponible là-dedans. Hop. Et maintenant, on va chercher la carte dont on a besoin. Qui est à la fin, je suppose, voilà, les refuges de la canopée. Il y en a 2 par deck, d'où le fait qu'on est obligé de doubler le deck. Bon, après, là, on parle de... Pour ceux qui se demandent, enfin, parce que vous nous entendez dire 100-150 € par carte, vous avez l'impression que c'est hyper cher. On parle de skins alternatifs distribués de manière hyper confidentielle par LSS. C'est que du cosmétique, hein, la carte vaut 10 centimes sinon. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est quasiment un calling sur le projet Blue, en fait. Donc, du coup, ça va être distribué, je pense, dans les mêmes proportions que le Singbilo de Londres, par exemple. C'est juste, est-ce que les gens vont le trouver plus beau? Le Singbilo de Londres, ça doit coûter quoi? 50-60 € pièce. Donc, j'estimais que là, s'il coûtait 100 € pièce, c'était bien. Je me fourvoie peut-être totalement. Voilà, les 3 refuges, ça, c'est fait. Et ça, il faudra que je range après, donc, du coup, toutes ces cartes-là. Fruit of the Forest, ça c'est dans les cartes Earth. Non, mais je connaissais pas très bien le principe non plus, Olerias. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que tout le monde est intéressé par
par ce Singbilo parce qu'il est, il est magnifique. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas celui de Londres aussi, donc les Sync CF Judge, c'est combien de pièces, Gargache? Germinate, ça c'est dans le classeur de Majestic bleu. Je suis en train de mettre un bordel. C'est dur. Hein. Pièce ou le playset? Le pimp à... Le pimp à Flesh and Blood, c'est dur. Hein. Tu fais que du FR sur Fab, je vois que du français en haut. Gérald de Rive, merci pour le Prime. Non, non, je fais français, anglais, franglais. Maintenant, si j'ai le choix, j'achète en anglais quand même pour les grosses cartes un peu pimpées et tout. Tu vois, genre mes héros Marvel, je les veux en anglais. Sinon, pour les cartes de jeu, je prends ce qui vient, quoi. Ici, Oath of the Ark Knight. Ah, d'ailleurs, je peux vous montrer un petit achat. Double petit Call of the Grave en version anglais, foil. Voilà, ça c'est pour le petit Bone. Pièce, mon bon Val, c'est une carte Judge recherchée. Ah oui, donc oui, t'es parti sur un SMIC pour les 3 cartes, Gargache. Bon courage. Trot Long, ça c'est de la générique. Encore heureux, non mais Dieu merci. Le problème, qui est une qualité à Flesh and Blood, c'est qu'on joue nos communes et nos Unco. Ce qui fait qu'à la différence d'autres TCG où tu ouvres des boîtes, tu fous tout tes communes et tes Unco dans une boîte à chaussures et tu tries que les rares, parce que ce ne sont que celles-là qui ont un certain impact et de l'importance. À Flesh and Blood, toutes les cartes sont jouables. Donc ça veut dire que je suis obligé à chaque nouveau set d'absolument tout trier. C'est chiant. Mais là, au moins, je suis content. Parce que pour monter les decks, si j'avais pas trié ça, quel enfer. C'est une carte de quoi, ça? Trot Long. Quelqu'un sait me dire? Je trouve pas. Ça vient de The Undead? Non. J'en ai. Ah si, ça vient de The Undead. C'est moi qui suis bigleux. Ouais, c'est ça. Et enfin, les trousses, ça pareil, je les ai achetées à la sortie, alors que ça a pris un peu de valeur. Tant mieux pour moi. Générique Majestic. Quand on a un peu le nez creux, quand on voit ce qui s'est passé. Les bleus bloc 3 génériques. Warmonger Diplomatie. On se souvient. Donc on récupère. On récupère et vite. Histoire de... Bon, ça n'a pas non plus pris des milliers des cents, mais entre les récupérer à la sortie quand ça vaut rien et les récupérer maintenant quand ça vaut 15 pièces, eh ben, t'es un peu content. Voilà, on a ici l'entièreté du deck Florian. Donc on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes d'équipement. Et donc du coup, je suppose 72 cartes de jeu. On va compter ensemble. Je crois que je me suis planté. Je crois que je me suis planté en comptant. Mais on est à peu près dans les bons ratios, donc ça ira. J'ai eu une perte. En fait, j'ai pensé, ça vous le fait? Vous comptez un truc et puis l'esprit divagant, ça c'est la méta TikTok. Alors que je fais pas de TikTok, mais tu sais, c'est le scrolling qui fait que tu es plus capable de te concentrer sur une tâche pendant plus de 10 secondes. Et ben en fait, je suis en train de compter. Et puis au bout d'un moment, c'est trop long, tu vois, de compter jusqu'à 60. L'esprit divague et je sais plus où j'en suis. C'est dingue, hein, de se dire que j'en suis là.
C'est vraiment que ça y est, les écrans, les réseaux, mon cerveau a fondu, quoi. Je peux plus compter jusqu'à 60 sans être distrait. Le fait de se focus sur une tâche, mon cerveau ne peut pas le faire plus de 60 secondes. Ça en est la preuve maintenant, quoi. C'est une dinguerie. Je suis abasourdi. Non, je suis pas parti, je suis juste allé chialer sur notre condition d'humain au cerveau bouilli. Un PQ de prévu pour le fait que tu montes Florian? Non, juste envie d'avoir un deck Flesh and Blood prêt à jouer maintenant qu'Aurora est parti. Kiff Relias. J'ai tellement ce genre de problème que je compte en faisant 30. 1, 2, 3, 4, 40. Ah, c'est malin, c'est malin. La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau peut se sauver. Ouais, je sais, je sais. Et pourtant, moi, je suis pas un gars de TikTok, je suis pas un gars du scrolling, hein. Je suis un gars pardon, toujours devant un écran. Je suis un gars du multitâche. Ça, c'est clair. Notamment, bah, de toute façon, quand tu travailles à la maison, créateur de contenu, tu es obligé de faire plein de trucs à la fois. Surtout avec toute la veille que je dois faire sur les réseaux pour me tenir au courant de tous les TCG. Bah, si c'est juste pur du temps d'écran et que je le maximise pas à faire d'autres choses, bah, j'aurai jamais le temps d'avaler autant de contenu. Ou en tout cas, j'aurai plus du tout de hobby personnel, quoi. Donc, je suis forcément un gars du multitâche. Mais je suis même pas tant un gars du scroll, tu vois. Et pourtant, c'est mon esprit. En 40 secondes, il divague, quoi. C'est une catastrophe. Le multitâche, c'est pas bon non plus. C'est comme le scroll. Oui, non, mais c'est ça. Mais quitte à avoir une maladie, j'essaye de. En fait, j'ai déjà un défaut sur le multitâche. Du coup, je me rajoute pas le défaut du scroll. En tout cas, j'évite. J'ai pas TikTok, typiquement, je consomme pas. Un peu Instagram parce que je suis moi-même créateur dessus, tu vois. Donc forcément, bah, je le consomme un peu, mais ça va. Mais ouais, le multitâche, ça fait que tu as toujours besoin d'être stimulé sans cesse, de faire plusieurs choses à la fois, gagner du temps. C'est un peu la vie qu'on a décidé de mener. Et puis il y a des, comment dire, il y a des travaux, des travails, des jobs qui exacerbent ça à leur paroxysme et on est dans la cible. On est là-dedans, quoi. Ça joue plus les 6 Chanel, Florian? Non, ça joue que le Millennium Tree. Ça joue pas le Monte Heroic. J'avais vu des listes avec Monte Heroic aussi. Mais non, c'est plus le cas d'un commun accord, d'un consensus compétitif, hein, monsieur Tanguy. Je suis content de monter ce petit deck Florian là. En plus, je l'ai beaucoup joué quand j'ai affronté Lancelot. Je me suis bien amusé avec. Vraiment, j'ai les mêmes sensations qu'avec Bravo, hein. Tu bloques bien, tu tapes. Tu bloques bien, tu tapes. Et en late game, bah là, t'as pas le second cycle avec Crippling Crush, mais t'as le second cycle en gros quand t'as fini de décomposer et que c'est toi qui reprends le lead de l'aggro, quoi. Et c'était vraiment. C'est exactement ce que j'aime faire à Fab, je crois. J'aime bien le gameplay gardien. Non, ça a l'air pas très bien pour le coup, Lyrias. On double sleeve tout. Pourquoi est-ce qu'on double sleeve d'ailleurs? Ouais, on double sleeve par défaut, je crois. Je me suis même pas posé la question. Parce que GameGenic, les super partenaires de ValetPL pour l'année 2025, nous ont envoyé des doubles sleeves, donc autant les utiliser. T'as pas essayé Jarl? Non, j'ai pas essayé Jarl. Non, non, non. Non, puisqu'en vrai, je crois que j'attends le Mastery Guardian Pack. Comme je sais qu'il y a ça qui arrive, je me suis pas intéressé au gardien entre-temps. Pour les shelters, c'est-à-dire. Jarl, c'est très sympa. Ah ouais? Ok. J'entends, j'entends. Non, bah, je peux pas tout faire, quoi. Donc là, déjà, Florian, c'était le moment. Et puis, bah, on verra à la sortie au mois d'août. Valda, t'as presque donné envie de jouer gardien? Nice.
Bah, disons que j'ai toutes les cartes, moi, donc c'était un peu naturel d'aller dessus. Comme vous savez, moi, ma manière de consommer Flesh and Blood, et c'est celle que tout le monde a plus ou moins, c'est d'être réparti sur quelques classes, 2 ou 3. Ça te permet d'avoir toujours un deck. Si tu es sur 2 ou 3 classes, statistiquement parlant, ça te permet, en fonction de quelle classe passe en Living Legend ou quoi, d'avoir tout le temps moyen de transiter vers une autre classe et avoir un deck qui reste dans le potentiel du compétitif. Forcément, sur 2 ou 3 classes, t'as pas forcément toujours le deck tier 1, mais tu as toujours un deck qui est jouable, convenable. Et donc moi, j'ai décidé de partir sur Gardien, Runeblade, tu vois, histoire de brasser un peu large, et Brut. Et il se trouve que là, je vais monter Nécromancien, donc ça sera une 4e classe. Donc ça veut dire que quoi qu'il se passe à Flesh and Blood, qu'importe qui passe Living Legend, bah, j'ai toujours l'opportunité de me rabattre ou sur un autre héros de la même classe ou sur une autre classe secondaire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut consommer Flesh and Blood, un peu à l'instar des gars qui sur leur canard ne consomment que 2 ou 3 couleurs, sur One Piece que 2 ou 3 couleurs, là c'est pareil, tu te limites à certaines classes en fait. Sauf si tu joues Warrior, Gardien, Brut, là t'es triste. Bah non, parce qu'en août t'auras le droit au bonheur. Oui, tu peux être triste, hein. Ouais, ok, t'as des périodes de tristesse. Je mets des doubles slips. Oui, tout à fait. Tout à fait, Windsor. Comment ça va? Tac, il faut aussi que je double slip cela. Ouais, et je vous rassure, Flesh and Blood, c'était le plus long. Hein. Le reste, ça va aller vite. Que Flesh and Blood, tout est rangé à droite à gauche. Il a fallu que je sorte tous les classeurs et compagnie. Pour le reste, ça va dépoter. T'as passé quasi 1 an dans le néant. Ouais, après, et franchement, Kaio, ça restait jouable. Même si le deck était pas hyper fort dans le méta, t'as un deck qui tourne. Je veux dire, tous ceux-là qui pendant 1 an étaient sur Gardien et Brut, tu pouvais jouer Victor et Kaio sans être totalement ridicule. T'avais pas un deck qui était dans le sommet du tiers, parce que MST te défonçait. Mais je veux dire, si t'es là pour t'amuser, tu t'amusais, quoi. Donc ouais, je trouve quand même qu'à Flesh and Blood, l'avantage d'avoir des pet decks, c'est vraiment les decks que les gens aiment jouer. Le fait d'être un expert sur chacun de tes decks fait que même si compétitivement parlant, le deck sur lequel t'es, c'est pas le meilleur, si t'es un meilleur joueur que ton oppo, tu peux un peu tout gagner, quoi. Le deck promo Ira Brume Pourpre se situe où? Je laisse Gargash répondre, il a plus d'insight que moi sur le deck Ira. Bon, maintenant c'est le moment où on doit sliver tout ça. Slivons. J'arrive. Hop là, sleeve Game Genic, blanche, parce que c'est beau. Ah, je sais que sleeve blanche, il y a débat, hein, la team. Ne me jetez pas des coups de fouet. Chacun ses petits plaisirs. Moi, mes petits plaisirs sont orientés du sleeving blanc. Tout le monde n'aime pas, moi j'adore. Je trouve que ça fait ressortir la carte. Ce que j'aime pas avec le sleeving noir, c'est qu'en gros, ta carte, tes bords noirs sur fond noir font qu'en fait, tu as l'impression d'avoir juste la carte au global. Là, le fond noir sur fond blanc, bah, du coup, ça fait ressortir la carte telle quelle. Bon, c'est du détail. Tout le monde n'est pas fan. Moi, j'aime beaucoup. C'est quoi le problème avec les fours blanches? C'est vrai que vous dites four, j'ai juste envie de crever à chaque fois, Olirias, mais... Non, c'est que les gens n'aiment pas trop les sleeves blanches, tout simplement. C'est la Suisse ici. Non, mais c'est pas vrai. En fait, vous exacerbez le propos. C'est comme si moi je vous disais, ouais, tu sais, nous en France, tous les matins, on mange des escargots avec notre baguette de pain, quoi. Vous dites pas les fours, c'est pas vrai. Lancelot, il est suisse, je le côtoie régulièrement, il dit pas four. Là, vous êtes volontairement disruptif.
Je pense, hein. Tu me permets la critique, Olerias. C'est la volonté de se démarquer, je pense. Tu vois. Alors qu'en fait, vous faites comme nous. Je te promets que t'entends four de partout. Juste les gens qui en parlent souvent, qui parlent souvent anglais, le disent moins. D'accord, ok. C'est dingue. Je pensais à une erreur, mais non, en fait, tout le monde le dit, quoi. C'est très drôle. Enfin, je trouve ça très drôle. C'est juste, ça aussi, putain, j'ai l'impression de parler à Lancelot. Dans les discussions, quand je parle avec Lancelot, il dit c'est juste. Ça avait un vocabulaire amusant, quoi. Et tant mieux, j'aime bien. Non, parce que s'il était en France, j'aurais pas payé 10 balles pour mes strikes. Il a raison quand dit Ben. Je sais pas si c'est un truc suisse, mais en tout cas, c'est une expression que vous utilisez. En tout cas, Lancelot dit souvent c'est juste. Plutôt que c'est vrai ou ah bon. Enfin, pas ah bon en mode juste oui ou c'est correct ou non, vraiment le c'est juste, quoi. Le double sleeving, ça a ses avantages, hein. Mais alors au moment où tu le fais, juste envie de crever, quoi. Et encore que les sleeves Game Genic sont hyper cool pour le double sleeve, parce qu'elles te laissent quand même cette marge de... Ça va, tu sens que la carte, elle est pas contrainte dans la sleeve, elle a un peu de place. À la différence d'autres marques que vous connaissez bien, qui te laissent vraiment pas d'espace pour respirer. Et du coup, quand tu double sleeve, si jamais tu veux sleever à l'endroit à l'envers, ce qui est recommandé, hein, donc à l'envers pour la sous-sleeve et à l'endroit pour la sleeve normale, bah, dans ce cas-là, ta carte elle a tendance à sortir de la sous-sleeve. Perso, je double sleeve jamais. Je peux entendre, Belgarin. En vrai, j'ai beaucoup été critique avec ceux qui sous-slivaient pas. J'ai beaucoup dit en mode, mais non, faut que vous sous-sliviez. En fait, j'ai été un peu la police du fun et maintenant, je suis un peu plutôt de l'autre côté de. En fait, les gens font ce qu'ils veulent. En fait, les gens font ce qu'ils veulent. Et si tu préfères avoir un deck plus petit, si tu préfères moins t'emmerder et pas sous-sliver, bah. En fait, moi, je sous-sleeve parce que je trouve que tu protèges la carte avec une sous-sleeve. Même quand tu la ranges, quand tu la conditionnes, tu vois, ta carte, elle doit être sous-slivée pour pas s'abîmer. Et en fait, quand tu sleeves, et non pas quand tu sous-sleeves, c'est pas pour protéger tes cartes, c'est pour que ton deck soit facile à shuffle, tu vois. Donc il y a vraiment la sleeve de protection, pour moi, c'est la sous-sleeve. Et la sleeve classique, c'est celle qui te permet juste d'assembler tes cartes en un deck fonctionnel. Et donc, à mon sens, j'ai l'impression que si je sleeve seulement, eh bien, en fait, je ne protège pas la carte, je les rends juste jouables. Et donc j'aime bien protéger ma carte tout en les rendant jouables. D'où le fait que je décide de double sleeve. Mais maintenant, enfin, je veux dire, si jamais les gens veulent pas double sleever, je peux entendre. C'est pas grave. Typiquement, là, j'ai pas de sous-sleeve Yu-Gi-Oh! Donc le deck Yu-Gi-Oh! On va juste le sleever classico, quoi. Si tu traites tes cartes correctement, elles n'auront aucun problème avec une seule sleeve. Les gens font ce qu'ils veulent, mais cela dit, je peux quand même opposer un argument, c'est pas tout à fait vrai. Si tu sous-sleeves pas ta carte et que tu joues beaucoup avec des cartes slivées, tu vas les abîmer un peu. C'est pas grave, genre c'est comment dire, c'est acceptable. Mais tes cartes à force, sur des années d'utilisation, si tu les sous-sleeves pas, elles vont quand même prendre plus les affres du temps que si tu les avais sous-slivées. En gros, les gens font ce qu'ils veulent, mais il y a quand même une réalité à entendre, tu vois. Et du coup, vous dites quoi, Olerias?
C'est pas du sous-sleeve, c'est du sous-fourrage. Vous sous-fourrez? Comment ça se passe? Non, mais tant qu'on y est, comme ça, au moins on a tout. Ouais, ça s'abîme, Balérion. Tes cartes, elles sont pas sous vide. En fait, le fait de double sliver, ça met ta carte sous vide. Donc elle subit pas la poussière, le fait que le matériel dans lequel elle est faite, tes cartes, elles sont pas faites pour vivre des années et des années. Ça reste du carton, ça s'abîme. Ça s'abîme naturellement tout seul. Donc le fait de les double sliver, ça évite quand même les impacts du temps sur ta carte, quoi. C'est sûr que c'est pas parce que tu as simple slivé que au bout de 10 games, tes cartes elles vont être abîmées, c'est pas vrai. Mais sur de très longues périodes, c'est important que tes cartes soient double slivées. Ouais, micro-rayures, poussière. Tu as des poussières qui rentrent dans ta sleeve, mécaniquement. Parce que c'est un truc, voilà, tu vois, c'est pas hyper. C'est pas du tout sous vide. Donc il y a beaucoup de poussière qui peut rentrer. Même de la. Sur tes sleeves, quand tu joues beaucoup, tu as de la transpiration qui peut se mettre. Tout ça, ça peut venir sur ta carte, quoi. Donc ouais, si tu fais 3 games par an, comme le dit Malus, ça change rien, mais si tu joues régulièrement, si tu veux vraiment que tes cartes restent mint, c'est genre comme si elles n'avaient pas été jouées, et encore que même double slivé, si tu joues avec tes cartes, ça fait une différence, mais admettons, bah forcément double slivé, c'est un vrai intérêt, quoi, c'est pas que du cosmétique. J'ai toujours des micro-merdes qui rentrent dans ma sleeve et je suis content qu'elles se décollent sur la inner sleeve. Ouais, bah, c'est normal en fait, hein. Ça peut être de la transpiration, de la saleté, de la pollution même, comment on appelle ça, de la poussière. Enfin, c'est classique, quoi. Je vais pas vous apprendre tout ce qu'il y a autour de vous, quoi. Allez, on arrive au bout, là. On arrive en ville. Et voilà, là, on a un beau paquet. Alors, sachant qu'il y a le side qui est compris. Donc là, normalement, votre deck Flesh and Blood, il sera pas aussi gros. Mais voilà, en double sleeve, 72 cartes environ. Ça donne ça. Et quand vous allez jouer, en gros, votre deck, il fera à peu près cette taille-là. Donc c'est de l'ordre d'un deck Magic double sleeve classico. On a enfin fini de monter Florian, quel plaisir. Ah, quel plaisir, ça fait plaisir, je suis très content. On va pouvoir switcher, hop, la petite deck box Game Genic. Et on va ranger ça tout de suite. Donc là, on prend le paquet. Hop, on le met là. Généralement, le stuff, j'ai tendance à seulement le laisser double sleeve parce que lui, on le mono sleeve parce que lui, on le manipule pas. Et ça me permet en plus d'avoir eh bien, le recto et le verso de Florian. Mais vous pouvez mettre des sleeves transparentes, ça marche bien, ou alors juste le sleever aussi d'une autre couleur, comme ça vous le remélangez pas avec votre deck à la fin de chaque game, et ça c'est chiant. Et oui, par contre, juste, je me mets toujours 3-4 sleeves de marge, et bien si jamais il y en a une qui s'abîme, hein, pour pouvoir les changer de manière fonctionnelle si je suis pas chez moi et que j'ai pas de sleeve sous la main. Flesh and Blood, c'est fait. Quel plaisir. Bon, j'aurais beaucoup de choses à ranger, mais ça, je rangerai en dehors du live. Merci Basto pour le sub. Merci beaucoup. J'ai entendu parler d'un Armory Deck Ira Ninja. J'ai envie de me lancer avec. Est-ce que tu penses que l'Armory Deck permet de pas être à la ramasse sans LGS? Il n'y a aucun Armory Deck qui te permet... Enfin, ils sont tous bien pour pas être à la ramasse et passer un bon moment. Après, est-ce que ça fait partie des meilleurs decks du méta? Je pense pas. Je sais que Gargash le joue, donc c'est pour ça s'il est sur le chat, je veux bien qu'il t'aiguille parce que j'en ai aucune idée en vrai. Moi, je joue pas Ira, je joue pas Ninja, donc mon avis est vraiment hyper peu pertinent sur ce truc-là, quoi. Allez, on est parti à Yu-Gi-Oh! Let's go. Let's go. Donc, les cartes dont j'ai besoin.
J'arrive, j'ai des clients. Ça marche. Donc elles sont là, plus toutes les cartes qu'il y a là-bas. C'est un bordel. Hein. Vous vous rendez compte qu'il faut faire ça tout le temps, tout tenir à jour. Alors oui, on va pas non plus faire ouin, j'ai plein de cartes et plein de decks, c'est une chance. Hein. C'est un choix, créateur de contenu, et notamment aussi pour cette chance-là de pouvoir jouer à plein de TCG, avoir plein de decks. C'est pas de la plainte. Si c'est de la plainte, c'est très français. On se plaint de tout, de toute façon. Mais ouais, ça demande quand même pas mal de maintenance, de tout ranger, tout trier, tout le temps mettre les decks à jour. C'est pas la partie la plus fun du job, on dira. Mais c'est vrai que j'allais dire, bon, alors je me plains pas. Si, en fait, je me plains. C'est pas justifié, je devrais pas. Mais dans les faits, bon, bah, c'était une plainte, pardonnez-moi. Alors, on va aller sur la liste de Dinka Bui, Pure Fire King, qui a remporté le French Open Montpellier sur plus de 800 joueurs. On est parti, on va commencer par les Effect Veiler. C'est l'inconvénient du multi-TCG, ouais. Oui, mais finalement, tu vois, c'est un inconvénient qui est hyper... c'est hyper cool, finalement, comme inconvénient, quoi. Ensuite, on a 3 Ponyx. H Blossom, pareil, en version collector. On est full rareté ici. Parce qu'on aime les belles choses, les choses qui brillent. Donc autant que faire se peut, on essaye d'avoir les cartes dans les raretés un peu sympas. C'est pas forcément les plus hautes raretés, mais j'essaye d'uniformiser la rareté. Et la collector rare est une des raretés accessibles, dirons-nous, qui me plaît le plus. Ensuite, on est censé avoir Fire King Arvata. Je l'ai pas celui-ci. Non, il sera pas en max rareté celui-là. Donc un Didicro. Peut-être qu'il n'est pas arrivé. J'ai aussi quelques commandes qui ne sont pas arrivées, mais j'avais pas le loisir d'attendre plus longtemps. Donc Arvata qui ne sera pas en rareté, malheureusement. Lui, pour l'instant, il sera en commun, le temps de récupérer la version max rareté. Ici, on a les Ulcanix, qui est un petit peu la carte nouvelle de l'archétype qui a renforcé les rois du feu. Cette fois-ci en secret, qui est une rareté différente des collectors. Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo précédente. On a donc du coup... Pardon, j'ai le deuxième corbeau Dédé qui est là. On a ensuite le Bestial, la brique avec le Fire King d'époque. Ça va aller plus vite pour Yu-Gi-Oh! J'ai tout qui est quasiment à portée de main parce que là, pour le coup, j'ai quasiment tout reçu pour le deck et je prends les cartes d'un autre deck qui était déjà monté. Donc là, j'ai pas besoin d'aller chercher dans des classeurs et compagnie. C'est assez fonctionnel pour le coup. Là. Ensuite, c'est Garunix en x3. Et lui, à mon avis, je vais devoir aller chercher dans les boîtes parce qu'il est présent qu'un seul exemplaire dans la liste que j'avais mixé avec des Tribrigades. Ce qui m'a poussé vers Yu-Gi-Oh! La passion, Netax, la passion. Non, mais Yu-Gi-Oh! C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué 2020-2021. J'avais récupéré un peu tous les decks du format. Je m'étais vraiment plongé pour comprendre un petit peu cet engouement
Cet engouement Yu-Gi-Oh que je connaissais pas, moi j'ai toujours fait partie de l'autre côté, tu vois, il y avait vraiment une espèce de cloison entre les joueurs de Magic et les joueurs de Yu-Gi-Oh! Et j'ai toujours eu ce truc en mode, bah, pourquoi on n'est pas potes, pourquoi on se parle pas, pourquoi c'est pas la même commu, pourquoi voire même il y a un peu de détestation et tout, tu vois. Et je me suis dit, bah écoute, je vais tester Yu-Gi-Oh! J'ai testé Yu-Gi-Oh! J'ai adoré. C'est pour moi un des meilleurs TCG auxquels jouer quand tu joues déjà à Magic parce que c'est un des TCG qui s'en éloigne le plus. Et ce que j'aime, moi, toujours, je le dis, c'est pas jouer à des TCG qui se ressemblent. Tu vois, quand je fais du Magic et du Lorcana, bah, finalement, ça me fait un peu chier parce que j'ai l'impression de jouer un peu au même jeu. Alors que quand je vais sur du Flesh and Blood ou du Yu-Gi-Oh! Justement, je renouvelle tout le temps mes perspectives. Et Yu-Gi-Oh! Est le jeu qui a le moins de filiation avec Magic, qui se renouvelle le plus et qui te donne d'autres sensations de jeu. Donc ça me plaît beaucoup. J'ai adoré ça. J'ai pas pu continuer à jouer parce que c'est un jeu qui est trop demandant, trop compétitif, qui te demande tout le temps de suivre le méta, qui demande une veille constante et qui est extrêmement exigeant. Et dans ma consommation de multi-TCG, bah, je pense que ça fitait pas. C'est pas un side TCG Yu-Gi-Oh! C'est un main TCG ou rien d'autre, quoi. Tu peux pas le consommer en side, ça bouge trop vite, les méta changent tout le temps, ça demande un gros investissement financier, un gros investissement de temps, de compréhension. Du coup, dès lors que j'ai compris que ma vie allait être multi-TCG, bah, j'ai arrêté Yu-Gi-Oh! Fin 2021. 2022 peut-être, pas 2021 je pense. Et j'ai toujours continué à suivre d'un œil curieux par pur plaisir personnel. Et là, j'ai des copains qui s'y sont mis. Donc j'ai décidé de monter un deck qui sera peu outdated, qui n'est pas forcément un deck très méta, qui m'a pas coûté grand chose, mais avec lequel je pourrais jouer juste avec les copains pour taper le carton. Mais sinon, globalement, là, je suis pas poussé vers Yu-Gi-Oh! Ça fait des années en fait que je suis ce qui se passe sur Yu-Gi-Oh! Voire même que je l'ai consommé, quoi. Et le troisième Garunix, voilà, il est là. Il existe du Yu-Gi-Oh! Chill, jouable en side TCG. Oui, ça existe, tu peux faire du Go de format ou de l'Edition format, mais moi j'ai quand même un attrait pour le Yu-Gi-Oh! Récent, qui est largement décrié par beaucoup de personnes, mais qui ne le connaissent pas en fait. Mais je trouve que le Yu-Gi-Oh! Récent est le jeu peut-être le plus profond et complexe qu'un TCG puisse nous offrir, avec son lot de difficultés et de manque d'accessibilité, je le conçois. Mais moi, si je joue à un jeu, c'est pour jouer aussi à son max, à ce qu'il propose de plus puissant. Et le Yu-Gi-Oh! Récent, avec tous les défauts qu'on peut lui, qu'on peut lui mettre sur le dos finalement, c'est aussi une proposition radicale qui finalement, moi, me parle beaucoup, quoi. C'est un peu comme les gens qui vont trouver plein de défauts à des jeux de From Software, tu vois, d'Elden Ring, des Dark Souls, parce que le jeu n'est pas accessible, parce que le jeu est difficile, et du coup, ils n'ont pas l'impression que c'est pour eux. En fait, c'est pour tout le monde, mais il faut te donner le bagage de pouvoir les apprécier. Et Yu-Gi-Oh! C'est un peu ça, quoi. C'est un jeu qui cherche pas à plaire à tout le monde, c'est un jeu qui est radical dans sa proposition. Mais quand t'adhères, c'est un peu au même principe qu'adhérer à des trucs un peu plus niches comme des From Software. Quand t'adhères, tu manges bien, t'es heureux, quoi, de jouer à ces jeux-là. Donc moi, mon plan, c'était pas forcément de jouer à Yu-Gi-Oh! Pour jouer à Yu-Gi-Oh! C'était de comprendre et d'adhérer à la proposition. Et maintenant que j'y adhère, bah, je cherche pas les formats plus chill ou quoi, j'ai envie de jouer à Yu-Gi-Oh! Quoi. Dans tout ce que ça propose au global, quoi. Et pour beaucoup de gens, tout ce qui va être invoqué comme étant des défauts à Yu-Gi-Oh! N'en sont pas pour moi. Ce sont des défauts par le prisme de votre pensée TCG affiliés à Magic et à tous les TCG émergents qui, eux, justement, sont des dérivés, des affiliations directes de Magic. Donc il y a beaucoup de choses qui, du point de vue d'un magicien à Yu-Gi-Oh! Paraît ubuesque, alors que si jamais on essaye d'être vierge de toute analyse comparative, et ben en fait c'est juste, ça fait partie du principe de Yu-Gi-Oh! Que le jeu se consomme comme ça. Et ça en fait pas un défaut, ça en fait juste un élément factuel qui peut plus ou moins vous plaire en fonction de votre expérience, de votre parti pris de base, quoi. Fizune qui nous dit alors là, je trouve la comparaison parfaite. Bon stream, je te remercie. Mais ceux qui jouent à Yu-Gi-Oh! Depuis longtemps, qui ne jouent qu'à ce jeu-là et qui en sont fans, demandez-leur pourquoi c'est le meilleur jeu du monde. Et je vous assure qu'ils auront autant d'arguments qu'un joueur de Magic. Bref, je suis pas là pour défendre Yu-Gi-Oh! Mais c'est un jeu qui est toujours attaqué. Et en plus, la plupart du temps, ce qui est fou, hein, c'est que Yu-Gi-Oh! Est le jeu le plus attaqué par des gens qui n'y jouent pas.
jouez à Yu-Gi-Oh! Comprenez le jeu, comprenez pourquoi il est pensé et fait de telle manière. Allez vous péter un peu les dents sur ce jeu-là, parce qu'effectivement, c'est un jeu sur lequel tu peux te péter les dents quand tu arrives sans bagage. Essayez d'embrasser tous ces codes, regardez sa scène compétitive, vous intéressez à la création de contenu. Faites l'effort que moi j'ai fait pendant des heures et des heures et des heures. Tu vois, c'est un peu comme arriver sur un Dark Souls 3. Si tu manges pas des heures de préparation et de contenu, tu vas peut-être pas comprendre pourquoi le jeu est bien. Mais une fois que vous aurez compris, bien dans ce cas-là, vous aurez la matière pour juger. Et Yu-Gi-Oh, c'est un jeu qui peut pas se juger juste en entendant parler, tu vois. Ça n'empêche pas qu'il ait plein de défauts, hein, mais qui sont pas forcément ceux qui sont soulevés la plupart du temps. Je peux pas, j'ai pas assez de RTT. Tout à fait, après tout le monde n'a pas la volonté de... En fait, c'est ce que j'explique. Si tu joues déjà un autre TCG, tu peux pas aller sur Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est un truc à part entière, tu vois. C'est comme les gens qui jouent à plein de jeux vidéo, pour continuer la comparaison From Software. Il y a plein de gens qui vont préférer mettre 5 fois 20 heures dans 5 jeux différents plutôt que de mettre 100 heures dans Elden Ring. Bah, du coup, si jamais t'aimes bien faire plein de jeux, tu vas peut-être pas jouer à un Elden Ring. Bah, là, c'est un peu pareil pour Yu-Gi-Oh! Si ce que t'aimes faire, c'est plein de TCG ou alors un TCG qui te prend déjà beaucoup de temps, bah, c'est normal que t'ailles pas prendre le temps de te farcir du Yu-Gi-Oh! Tu vois. Parce que ça te demande un certain temps, l'accessibilité est pas au rendez-vous, quoi. Ouais, mais t'as pas adhéré au deck Malice, Gargash. C'est pas à Yu-Gi-Oh! Que t'as pas adhéré. On va mettre des Nibiru main deck parce que ça mange pas de pain. Oui, après, il y a des decks plus ou moins, tu vois, il y a des decks plus ou moins cancer, appréciés, punitifs. Ça, c'est comme tout, hein, après. Hein. Non, mais c'est bien qu'on parle de Yu-Gi-Oh! C'est le sujet, j'en parle rarement sur la chaîne. C'est pas du tout un jeu sur lequel je fais du contenu. Donc, forcément, il y a toujours des. Ça me permet, moi, de rappeler et de briser des. Comment on appelle ça? Des images un peu préfaites, des présupposés sur le jeu, tu vois. Tant qu'à faire, on a l'opportunité d'en parler et de mettre un peu le jeu en avant, quoi. Un deck Yu-Gi-Oh! Jouable, faut compter combien en moyenne? C'est pareil, ça dépend. Fire King, ça coûte pas grand-chose parce que ça vient d'un structure deck. Blue Eyes non plus. Moi, j'ai fait un deck Blue Eyes compétitif sans les primites, parce qu'avec les primites, le deck s'envole à cause de la base primite, mais qui va être réédité prochainement. Mais sans les primites, tu as un deck qui est jouable pour aller jouer en local, et ça te coûte genre 3 structures deck et 40 euros, quoi. Pour 80 euros. Pour 80 euros, tu peux jouer Blue Eyes. Après, si jamais tu joues Malice full, bah, tu es plutôt aux alentours de 500-600 balles, quoi. Le problème de Yu-Gi-Oh! C'est que les prix ont tendance à vite drop, et ce que tu payes, c'est surtout le fait d'avoir le droit de jouer la nouvelle carte hype. C'est un jeu qui, dans sa consommation même, t'incite pas à jouer à d'autres jeux, quoi. Donc encore une fois, est-ce que c'est un défaut ou pas? On peut estimer que c'est un défaut quand on comprend bien le processus. Yu-Gi-Oh! C'est beaucoup de reprints, plein de reprints successifs de ta carte, ce qui fait qu'à terme, tu pourras toujours tout jouer, mais ce que tu payes, c'est avoir le droit de jouer le deck le plus récent. Parce qu'à chaque fois qu'une carte sort, si elle est staple générique dans plein de decks, elle va coûter très très cher. Et puis à sa première réimpression, elle va perdre 20%. Puis à sa seconde, elle va perdre 40%. Jusqu'à ce qu'à la fin, la carte coûte 10 centimes. Et toutes les cartes de Yu-Gi-Oh! Finissent par coûter 10 centimes. Donc ce que tu payes, c'est un timing, plus que la puissance d'une carte. Évidemment, plus la carte sort en étant puissante et plus elle coûte cher à sa sortie. Mais c'est un principe qui est vraiment à l'opposé total de celui de Flesh and Blood. Et moi, j'adhère moins. En tout cas, notamment pour une consommation side TCG. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de consommer Yu-Gi-Oh! En side TCG, pour toutes les raisons que j'ai invoquées. Ok, donc maintenant il nous faut Anima. En fait, c'est le jeu le plus difficile à... le plus difficile à analyser quand tu joues à d'autres TCG. Yu-Gi-Oh! C'est hyper compliqué
de pouvoir vraiment le comprendre avec ta compréhension des autres jeux, quoi. Il faut vraiment l'aborder comme un produit totalement à part. Que ça soit dans la consommation, dans le gameplay, dans la construction de deck, toutes les bases que tu peux avoir, même dans 10 TCG différents, ne te serviront à rien. Que ça soit dans la proposition commerciale ou dans le gameplay. Quand tu arrives sur Yu-Gi-Oh! C'est à la fois la force et la faiblesse du jeu, mais du coup, c'est hyper dur de pouvoir vous en parler par le prisme du multi-TCG, quoi. Et les 2 SP. Le Typhoon. Et est-ce qu'on a 15 d'extra deck, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ah, il va me manquer la princesse de feu et les 2 qui arriveront à la poste plus tard. Ouais, c'est ça. Et il m'en manquera 2 à récupérer plus tard, ça marche. Quels sont les TCG auxquels tu joues le plus actuellement? Star Wars, One Piece, Lorcana, parce que c'est ceux pour lesquels c'est le plus simple pour moi de jouer en boutique, en local. Magic, si tu comptes Magic Arena, ça parce que j'y joue tout le temps pour la création de contenu. J'aimerais jouer plus à Flesh and Blood. Et j'ai des périodes où je joue beaucoup à Altered, qui n'est pas le cas actuellement, mais qui sera le cas en sortie de saison 3. Mais là, à l'instant T, Star Wars One Piece, parce que j'ai fait les tournois et compagnie près de chez moi, donc je me suis un peu buté sur les jeux. Ok, passons au side. Passons au side. Mais d'ailleurs, je pense qu'on va faire un truc, c'est qu'on va mettre les Mulcharmy main deck, plutôt, et qu'on va mettre les Nibiru dans le side. Je pense, hein, si ça vous va. Vous vous en foutez, vous comprenez rien. Je sais que je parle à la majorité de mon public, on a rien à foutre de Yu-Gi-Oh!, voire ne comprend rien. Donc je vais dire qu'on fait ça, et vous allez dire, ouais, bah fais bien ta vie. Fais bien ce que tu veux, on s'en fiche, nous. Solemn, Judgment. Qu'est-ce qu'on veut mettre d'autre? Ah, il y a un call by main deck, pardon, je l'avais oublié. Non, je l'avais déjà mis? Alors, je ne l'ai pas oublié. C'est juste que j'en ai pris 2 pour une raison obscure que je ne m'explique pas, je me suis juste planté. Et donc ensuite, ça va être drôle. Et Lancea, on m'a dit que c'était plus si bien contre Malice parce que ça lui donnait l'opportunité de claquer un PTT. Ce qui n'était pas forcément ce qu'on recherchait le plus. Mais du coup, ça ferait Droll, Lancea, Judgment, Orage, Nibiru. Et on est à 15. Hein. Tu vas jouer où à Yu-Gi-Oh! Avec les copains de la belle carte. Avec mon associé et notre employé. Mais auquel cas, si jamais tu joues, que tu connais des joueurs ou quoi, je peux peut-être organiser des journées Yu-Gi. En vrai, ça me dérangerait pas. Hein. Je suis assez chaud. Faudrait même que j'apprenne. Si tu sais jouer Fire King, Gargash, me dérangerait pas de prendre un petit coaching, quoi. Parce que de ce que je sais, c'est que c'est un deck qui est assez dur à jouer, en plus de ça. Donc on va, juste mettre le link deck. Votre link deck doit pas être slivé avec les cartes de votre deck, sinon vous allez vous mélanger, vous allez vous planter. Et on est parti. C'est pas beau une carte Yu-Gi-Oh! Bon Dieu que c'est beau. Et là, vous allez voir, je sous-sleeve pas parce que j'ai pas de sous-sleeve taille japonaise. Et bon, c'est pas grave, mais ça me ravit pas, quoi. Un petit club Yu-Gi-Oh! Avec Zou. Non, faut vraiment faire du contenu régulièrement quand même pour que ça vaille le coup d'aller faire un club Yu-Gi-Oh! Chez Zulu. Moi, j'ai pas du tout le niveau de jeu pour aller faire ça. Et je fais pas de contenu Yu-Gi-Oh! Donc ça n'a aucun intérêt pour lui de m'inviter, quoi. Fire King, c'est un deck incroyable. Ouais, j'ai cru comprendre, c'est un deck. C'est ce que j'aime, c'est que c'est un deck hyper interactif.
qui a beaucoup d'interrupts et qui va pas chercher à faire un gros endboard de deck combo qui, moi, m'amuse un peu moins, mais qui, au contraire, va chercher vraiment à interagir avec l'adversaire. Et c'est à contre-courant de l'image un peu préfaite qu'on peut avoir du Yu-Gi-Oh! Récent. Donc j'avais vraiment envie de jouer un deck comme ça. Moi, vous me verrez pas jouer un deck combo avec beaucoup d'engine, peu de end-trap, qui veut absolument go first. Pas du tout mon dada. T'es pas fan du design, Netax? Ça s'entend. En fait, moi, Yu-Gi-Oh! Il y a la puissance de la nostalgie, quoi. Tu sais que j'ai déjà œuvré pour ça à Belgarion, mais Max et Roth, ils aiment pas assez Yu-Gi-Oh! Pour le mettre au master. Et je crois pas que Konami, dans tous les cas, soit un éditeur qui soutienne ce type de projet-là. En tout cas, pas un projet multi-TCG, surtout pas. Ils sont hyper exclusifs, Konami, hein. Ils ont un jeu dont ils savent que... Il y a des jeux qui sont designés et qui savent que le multi-TCG existe, notamment tous les TCG émergents. Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui veut pas que tu ailles sur les autres jeux, quoi. Donc je crois qu'il y a assez peu de raisons pour que Yu-Gi-Oh! Soit au Master TCG, et on va même aller plus loin sur tous les invités potentiels du Master TCG. Je pense être le seul capable de jouer à Yu-Gi-Oh! Avec Roth. Et Roth, c'est parce qu'il a eu une OP à l'époque, quoi. Donc ça serait même venir, entre guillemets... En fait, c'est un jeu qui est tellement inaccessible, qui va demander tellement d'heures d'apprentissage pour jouer convenablement, compétitivement, pour pas faire n'importe quoi et savoir ce que tu fais dans tes duels, que ça serait presque une épine dans le pied des mecs qui sont invités, tu vois. Donc après, si on fait un master pur et dur où on s'en fiche, bah, si les mecs ils ont pas préparé, ils perdent, et on fait de la compète pure et dure, bah oui, c'est un atout pour moi, mais c'est pas le but de Max. Max, il veut avant tout un divertissement. C'est plus dur que Flèche. Mais Flèche, c'est pas dur, hein. Je sais pas trop d'où ça vient, le fait qu'on pense que Flèche, c'est dur. Flèche, c'est dur compétitivement. C'est dur de gagner une game. Mais jouer à Flèche, il y a une différence entre jouer et gagner. À Flèche, c'est dur de gagner parce que les mecs qui sont meilleurs que toi, de par la suite de micro-optimisation que demande une partie de Flesh and Blood, à la fin, ils vont avoir un avantage qui leur permettra de gagner de manière hyper consistante. Par contre, jouer à Flèche, faire une game même contre le meilleur joueur de la planète, tu auras l'impression de t'amuser. C'est juste que tu vas pas gagner à la fin, mais tu vas jouer. Tu vas comprendre ce que tu dois faire, tu vas savoir ce que fait ton deck. Yu-Gi-Oh! Le problème, c'est pas que c'est dur de gagner, c'est que c'est dur de faire une partie, de jouer. Donc non, Flesh and Blood, c'est pas dur à jouer. C'est... Yu-Gi-Oh! C'est dur de jouer. Ouais, Yu-Gi-Oh! C'est hard to learn, hard to master. Flash, c'est easy to learn, hard to master. Bah, c'est pour ça qu'on fait aussi ce genre de petits live pour pouvoir discuter un peu de tout ça. Et voilà, mon petit deck Yu-Gi-Oh! Là de 40 cartes. Ça fait plaisir d'avoir des petits decks comme ça, non? « 40, parfait. Merci Bagheera pour le sub, comment vas-tu? Bien, et toi, comment toi tu vas? Après, cela dit, attention, hein, je veux pas être non plus... J'ai l'impression d'être rebutant quand je dis ça, mais... euh, c'est pas parce que le jeu est hard to learn que c'est impossible, hein. Toutes les personnes qui ont voulu apprendre Yu-Gi-Oh! Ont réussi à l'apprendre. C'est juste que ça te demande un investissement de temps et un investissement personnel pour comprendre comment fonctionne le jeu. Mais il y a toute la ressource disponible sur Internet. Déjà, de par le fait que la création de contenu sur Yu-Gi-Oh! En France est légion, elle est immense, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, pour toutes les volontés, pour tous les profils. Et puis on a un jeu qui s'appelle Master Duel, avec une phase de tuto en, je sais pas, 20 niveaux de tuto, qui t'apprend toutes les bases du jeu, quoi. Donc n'ayez pas peur, hein. Je veux dire, c'est pas parce que le jeu est pas accessible que vous ne pourrez pas y jouer. Je veux dire, il y a des millions de gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! Enfin, je pense que c'est le jeu le plus joué dans le monde avec Magic, tu vois. Donc ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent. Je suis content, mon petit plumeau secrète là comme ça c'est pas donné, hein. Ça fait plaisir.
Le problème de Yu-Gi-Oh, c'est que ce n'est pas un jeu explicite. Non, tout n'est pas marqué sur les cartes. C'est un jeu qui te demande d'avoir une grosse connaissance. Autant que Magic? Non, je pense qu'il y a plus de joueurs de Magic parce que Magic a le Kitchen Table qui est incensable avec le Commander Multi. Mais je peux t'assurer que Yu-Gi-Oh! A une base de joueurs monumentale. Je veux dire, ne serait-ce qu'en France, c'est 2600 joueurs en 24 heures pour la CDF. Magic ferait pas 2600 joueurs à une Coupe de France en Open. En fait, de par le fait que tous les joueurs de Yu-Gi-Oh! Jouent tous dans le même format, se réunissent tous sous la même bannière, alors que Magic est devenu multiformat avec plein de profils différents, t'as plein de joueurs de Magic dans le monde, mais qui jouent pas au même jeu finalement. C'est-à-dire, quand tu fais du standard sur Arena, tu joues pas au même jeu que si tu fais du Commander Multi avec tes potes. À Yu-Gi-Oh! Ils jouent tous au même jeu. Et le nombre de joueurs qui jouent tous au même jeu, si on parle purement compétitif, il y a probablement... Ouais, il y a plus de joueurs compétitifs de Yu-Gi-Oh! Que de joueurs de Magic. Chaque YCS Yu-Gi-Oh! C'est 3000 joueurs. 2000 joueurs, 2500 joueurs. Tous les WCQ, donc c'est les tournois régionaux français, tous les week-ends, il y a un WCQ à 500 joueurs. C'est normal d'avoir un régional 500 joueurs en France à Yu-Gi-Oh! Quoi. 300 joueurs, 500 j'exagère, c'est les WCQ parisiens, mais les gens sous-estiment la puissance de feu de Yu-Gi-Oh! Sur le nombre de joueurs qu'ils ont, c'est fou. En fait, le nombre de joueurs susceptibles de se déplacer en tournoi, qui est une donnée assez importante. Franchement, One Piece, ils font pas mal aussi. Chaque régional, c'est complet. Oui, mais ils font pas des Open à 2000 joueurs et il n'y a pas un régional en France par week-end. Ils font des régionaux en Europe. Et effectivement, les régionaux One Piece européens, c'est des centaines de joueurs. Là, je te parle des WCQ. C'est des tournois nationaux, pas des tournois européens. Non, mais en vrai, les gars, je sais qu'on a on a toujours cette volonté de vouloir, malgré nous, parfois réduire un peu Yugi, mais c'est immense. Vous vous rendez pas compte comme c'est immense. On va se laver notre extra deck. Sur Alterne, j'ai pas encore vu un seul tournoi qualif pas plein. Je crois que Alterne n'est pas dans cette équation-là. Pour l'instant, bon, on leur souhaite. Yu-Gi-Oh! Ils font pas de WCQ en France non plus. Bah Yu-Gi-Oh! Ils font pas de WCQ en France non plus. Ah bah si, il y en a tous les week-ends quasiment. Comment ça, ils font pas de WCQ en France? Si, il y a des WCQ tout le temps. Et c'est tout le temps des centaines et des centaines de joueurs, quoi. Pourquoi on n'a plus de musique? Bizarre, ça. Alors, on va sleever l'extra deck. C'est parti, avec ces jolies petites sleeves, la custom. Bah franchement, tous les week-ends, je grossis peut-être le propos, Heimdall, mais si tu veux jouer à Yu-Gi-Oh, je peux t'assurer que c'est pas le jeu sur lequel tu vas galérer à trouver des gros tournois. Hein. Ah, vous avez la musique? Ok, ça marche. Yu-Gi a une vraie scène compétitive de tournoi. Ouais. Mais qui est quasiment la même scène que les joueurs casual, parce que les joueurs casual, pour jouer, ils se réunissent avec les joueurs de tournoi, quoi. En tout cas, c'est un jeu où je connais pas quelqu'un qui me dit « Ah putain, je veux jouer à Yu-Gi-Oh! Je sais pas trop comment jouer, il n'y a pas grand monde par chez moi. » Si tu habites dans une ville, il y a une communauté Yu-Gi, quoi, c'est énorme. Il y a des joueurs et un nombre conséquent de joueurs absolument partout. Ok, là j'ai l'extra deck, il me manquera 2 cartes, c'est 2 exemplaires de cette Prometheus. Tu as repris les tournois Yu-Gi-Oh! Non, pas du tout, pas du tout.
Ah, c'est vraiment pour jouer avec des copains, quoi. Ah, bah, je suis content, là, mon petit deck Yu-Gi-Oh! Là, il me régale. Là, je me suis fait plaisir avec mon petit deck Florian, mon petit deck Yu-Gi. Et tu vois, même si je joue pas, mais ça, c'est parce que je suis un fou, hein, c'est le Matrixé qui parle, bah, juste avoir mes petits decks comme ça, c'est comme si c'était de la collection. Tu vois, je suis content de les avoir, ils sont prêts à l'emploi, et quand bien même ils servent pas tout le temps, bah, je suis content d'avoir la possibilité d'eux. Ça me fait plaisir. Très propre. Ok, allez, on va ranger ça. Pour Yu-Gi-Oh! C'est fait. Pourquoi pas collectionner des decks après tout? Bah, parce que c'est un peu idiot finalement, mais. Non, non, mais je vais y jouer là. Puis, enfin, en fait, comme mes decks, je les mets à jour, tu vois, c'est pas comme si c'était une collection figée. Si je collectionnais les decks, tu vois, tous les decks des gagnants des Pro Tours ou des decks historiques qui m'ont marqué, en vrai, c'est une collection qui est trop cool à faire, tu vois. Ce que je fais pas, mais je pourrais être le profil de gars qui fait ça. Là, en fait, je monte des decks, et des fois, avant même de les avoir joués, bah, je les modifie, quoi. Donc, en fait, c'est pas une collection, c'est juste que je me rassure en me disant, ah, j'aime bien avoir les decks, même si j'y joue pas. Ce que j'aime bien, c'est surtout toujours, ce que je répète souvent, qui est un peu nul, hein, c'est avoir le droit de. J'aime bien monter un deck, me dire j'ai le droit de le jouer, quand bien même je joue pas, c'est pas grave, j'ai entre guillemets payé pour avoir le droit de, quoi. Hop là. C'est une belle idée ça, mais voilà le prix. Ah bah si tu commences à collectionner les decks mythiques de chaque TCG qui ont gagné des tournois mythiques, bah en fait, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que tu définis que le deck est devenu mythique? Oui, c'est clair que c'est un délire. C'est un délire, mais ça serait. Enfin, si quelqu'un me parlait d'une collection qui ressemble à ça, je trouverais que c'est une chouette collection. Je dirais franchement, stylé quoi. D'accord, maintenant. Fire King, c'est bon. Fire King, c'est bon. Florian, c'est bon. Il faut que je mette rapidement à jour. Lui, j'ai pas besoin de vous le présenter plus que ça. Han Solo. Ça, c'est le deck avec lequel j'ai fait finale à mon dernier Store Showdown. Merci Explicit pour le sub. Magnifique deck box. Star Wars Unlimited en collab avec Game Genic, les boss. Et en gros, il y a 2-3 listes qui ont performé après mon Store Showdown. Il faut que je check. Il faut que je check vite fait les changements. En gros, ce que j'avais aimé, pas aimé dans le deck, mais que je modifie surtout ce que j'avais pas aimé, quoi. Donc, de mémoire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le side. Ouais, je reconnais. Ça, c'est le deck. Ça marche. Donc, un side de 10 cartes à Star Wars. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, il y a des cartes que j'ai pas trop appréciées qu'il va falloir que je bouge très rapidement. Et on va modifier donc les in, les out de side. Donc tout ça, c'est validé. On veut 2 Han, 2 Enfys Nest. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une liste très proche de celle que j'ai jouée au store qui a perfait au Sector Qualifier de Richemont juste après. Donc 2 Rébellion main deck. Une seule embrouille. Lui, il en jouait 2. Donc j'avais les 2 autres en side. On va remettre une embrouille là parce que c'est pas trop mal contre certaines sorties de Sabine. Ça, je veux plus voir la carte. Elle m'a pas forcément été très utile. Guet-apens en garde. Les blasters, c'est bon. Le Faucon, lui, il en joue 2. Mais moi, je suis chaud de rester à 1. Donc 2 Enfys Nest, 2 Han Solo, c'est OK. Lui, il joue pas de Zorabilis, mais moi j'aime bien mon one-off. 2 Mandaloriens, j'avais. Donc du coup, on a le même upgrade. 3 Vidor, la Cantina, lui, n'en jouait que 2. Au niveau du split, lui, il fait 2-2 Kira à Sokatano. Moi, je préfère avoir 3-1, ça me va très bien. Les esclaves, c'est bon. Les Ezra, c'est bon. Les Tech, c'est bon aussi. Les Body Rook, moi, j'en joue 3. Lui, en jouait que 2. Et les 3 L3-37. Lui, la différence, c'est qu'en gros, il joue aussi des Smuggler, je sais plus comment il s'appelle, les 2 de shield pour 2, qu'en fait je vais juste remplacer contre une nouvelle aventure, donc on est parti.
Crafty Smuggler, merci Master Affinity, t'as les bons noms. T'as les bons noms parce que moi, je ne les ai pas. Doc7 a une collecte qui ressemble à cela, c'est-à-dire à des decks compétitifs de Yu-Gi-Oh! Alors je vois quelles sont les vidéos de Doc7, j'ai pas souvenir que ce soit des decks. De ce que je sais de Doc7, il fait ce qu'on appelle un espèce de master set de toutes les cartes sorties depuis le début de Yu-Gi-Oh! Mais je savais pas qu'il collectionnait aussi des decks. Star Wars est un TCG qui m'intrigue niveau gameplay. Bah, c'est le moment de parler de Star Wars, tout comme on l'a fait pour Flesh and Blood et tout comme on l'a fait pour Yu-Gi-Oh! Avec leurs forces et leurs faiblesses bien sûr. C'est un jeu qui est hyper accessible, je trouve. C'est-à-dire que si tu viens de Magic ou même que c'est ton premier TCG, le jeu est assez simple à prendre en main dans son accessibilité, dans son core gameplay. Il y a des vraies subtilités, notamment en termes de tempo et de connaissance de match-up qui te demandent justement de modifier ton plan de jeu en fonction de chaque deck que tu affrontes. Mais ça, c'est normal, c'est ce qui donne de la profondeur à ton gameplay. Mais au global, je trouve que c'est un jeu qui est pas trop dur à prendre en main et qui est hyper plaisant. J'adore le tempo, j'adore le tour partagé de Star Wars. Ça participe beaucoup à mon appréciation positive de ce jeu, quoi. Et niveau side, ça c'est validé. La troisième Enfisness, c'est validé. Embrouille normale, c'est validé. Et après, il joue un Body Roar que moi j'ai main deck. Non, pour le reste, ça m'a l'air ok. Non, je crois que je resterai sur ce side-là. 3, 3, 9. J'ai une carte en trop dans mon main deck, visiblement. Laquelle était-ce? Ouais, c'est la musique d'Elden Ring, Bagara, tout à fait. En ce moment, c'est un peu mon jeu, mon matrixage. Ouais, on va mettre le Body Rook en side. Du coup, là, on a la même decklist que je vous ai déjà présentée sur YouTube dans mes rétrospectives et deck tech des différents tournois. J'ai juste modifié le main deck en fonction du metagame. Toudoubane. Vous voyez, ça a été rapide hein, pour Star Wars. Il n'y avait pas trop à s'emmerder. Globalement, le plus long, c'était Fab, quoi. Let's go. Let's go Han Solo. Ça, c'est du set numéro 2, mais je rangerai après en vrai. Oui, parce que ce que vous voyez pas, c'est que là, il y a la maintenance de création de deck. On va chercher les cartes, on monte les decks, on modifie les decks. Et il y a aussi, derrière, il faut tout ranger. Et ça, je vous l'épargne en vidéo, parce que ce sera juste plus chiant, quoi. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à modifier? Je crois que c'est tout, en vrai. Hein. Il me semble qu'on est bon. Je peux vous montrer le deck que je joue à l'Orcana, si ça vous intéresse. Le deck violet-gris. À l'Orcana, j'ai pas de modification à faire parce que le deck que je vais jouer, c'est violet-gris. Donc je peux juste vous montrer à quoi ressemble la liste. J'ai fait une vidéo sur mon deck et ma liste qui est sortie sur la chaîne l'Orcana pour ceux qui sont curieux. Mais ceux qui n'auront pas la curiosité d'aller cliquer, je vous montre les cartes une à une. Tout est quasi foil. Hein. Je ne sais pas quelle carte n'est pas foil dans ce deck-là. On va le découvrir ensemble. Tu fais plus du contenu Instagram sur ta pièce. Je n'ai malheureusement pas le temps pour l'instant. Quand j'aurai un peu plus de temps, je reprendrai Belgarion, mais j'adorerais. Cela dit, pour les gens qui me découvrent sur Instagram, il y a déjà tellement d'heures de contenu à visionner pour l'instant que même si j'agrémente pas et que je grinde pas du coup de nouveaux abonnés, pour ceux qui me découvrent juste parce que qui me découvrent sur Instagram juste parce qu'ils suivent mon contenu YouTube pardon et Twitch et qui vont sur mon Instagram, ils ont déjà tellement d'heures de contenu cool à mater que c'est pas grave si j'agrémente pas plus, quoi. C'est 60 cartes, ouais. Il y a cette carte-là qui est pas en foil. Donc une.
Il y a une carte. Ouais, parce que c'est double sleeve, quoi. C'est 60 cartes double sleeve. Il y a une seule carte qui n'est pas foilée dans ce deck-là, donc il est quand même cool. Et si jamais je fais un set championship, c'est pas sûr en fait que j'en fasse un. Je devais en faire un mi-mai, peut-être que je vais pas le faire. J'avoue avoir plus d'appétit là actuellement pour Star Wars et One Piece de par le fait que la méta de l'Orcana a pas été hyper renouvelée avec les bans. En gros, on joue beaucoup un peu dans le même méta que dans le chapitre 5 et 6, ce qui enlève un petit peu de mon appétit pour le jeu pour l'instant. Donc j'avoue que pour l'instant, je sais pas. Mais si jamais je dois faire un set championship, ça sera avec ce deck-là, évidemment. Yago, c'est un one-off. Il n'y a pas Yago dans mon... Il y a Yago dans mon deck? Il n'y a pas Yago dans mon deck. Tu penses quoi du système de rotation trop tôt? Non, pas du tout. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est important. Je pense que ça montre qu'ils se soucient de leur jeu, qu'ils ont volonté de s'inscrire dans le temps. Si ton jeu, il n'a pas volonté de s'inscrire dans le temps et de durer, il met pas en place un système de rotation dont il sait que une partie de ta communauté ne le comprendra pas alors que c'est la meilleure décision. Et ça veut donc justement dire que il pense à l'avenir, il pense à la renouvelabilité du jeu, au fait que les nouveaux puissent entrer sans avoir besoin de réimprimer sans cesse les anciennes cartes, sans avoir besoin de mettre en place du power creep. Donc très bien. Très bien, très bien. Franchement, trop tôt. Star Wars a annoncé sa rotation au 7-3, quoi. Ça, c'était peut-être un peu tôt, mais là, on est au chapitre 7 avec l'Orcana, c'est le bon timing. Je crois vraiment avoir vu un Yago. Tu veux qu'on vérifie, Netax? Il y a peut-être un Yago, mais dans ce cas-là, je suis bourré, quoi. Sachant que j'ai fait des games en plus sur Pixelborn avec, que j'ai record. Bah, ça veut dire que j'aurais pu tomber sur un Yago sur lequel je suis pas tombé. Mais on peut vérifier ensemble parce que on n'est pas à l'abri de... Que ça soit toi ou moi qui soit bourré. Du coup, moi, je pense que c'est toi. On va voir si c'est moi. No. No Yago, on est bon. Je le prends pour vous, je suis bourré. Ça marche. Je vais arrêter la vodka dans le café, je crois, Netax. Hein. Il va falloir. Hein. Moi, je suis nouveau rentrant et ça me fait grave plaisir la rotation. J'hésite à rentrer. Bah, c'est hyper important pour que ta communauté se renouvelle et que pour les nouveaux qui arrivent, ils se sentent pas dépassés par le nombre de cartes à récupérer. C'est important qu'il y ait une rotation. Donc, ça prouve justement qu'ils se soucient de l'état de leur jeu. Et... Non, moi, je dis c'est bien. J'ai aucun problème avec ça. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à... Comme je vous disais, Altered, pas d'upgrade particulier parce que j'ai pas de jeu physique prochainement autour de chez moi. J'ai pas de tournoi physique pour jouer à Altered. Si je joue à Altered, je joue sur Board Game Arena et c'est très amusant et donc du coup, j'ai pas forcément besoin de mettre à jour. Cela dit, je vous dis ça à quelques cartes près, mes listes sont quand même à jour sur Altered. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait mettre à jour? Animar, faudrait peut-être que je regarde. Je dois avoir 2-3 slots à rentrer. J'aurai mes decks pré-modernes quand j'aurai récupéré du pré-moderne que je pourrais mettre à jour sur différents autres updates. Sur YouTube, dites-moi si ça vous a parlé un peu ce format. Bon, ça se consomme en voiture, un peu en podcast ou quand vous faites autre chose, hein, évidemment, parce que c'est du format long, il n'y a pas de cut. Je prends pas le temps vraiment de m'adresser à une audience YouTube. C'est plutôt pour vous uploader un moment qui est du partage en live, mais qui peut peut-être intéresser aussi la communauté YouTube. Donc si ça vous parle, je ferai des updates. En fait, plutôt que... C'est ça. L'idée en 2025, c'est de partager toute mon expérience multi-TCG avec la commu. Mes tournois, quel deck je vais jouer, ouvrir les boosters, parler un petit peu des jeux et vous entraîner avec moi dans mon aventure. Il y a un peu cette volonté de créer du contenu de ce type-là aussi. Tu vois, au-delà de faire du contenu sur le TCG, de faire aussi un peu du contenu sur moi-même et mon expérience. C'est ce que je fais là depuis quelques vidéos. Et puis ça parle un peu aux gens, c'est cool, tu vois. Et donc plutôt que de mettre à jour tous ces decks en off et tout, ces périodes, cette manutention qu'il y a, si jamais ça vous parle, je peux en fait juste tenir ça à jour et le documenter sur Twitch et donc du coup aussi sur YouTube, quoi. Donc ouais, l'update Commander Multi, j'ai pas les cartes, donc en fait ça sert à rien que je fasse l'update maintenant par Easton. En vrai, il y a un deck que je pourrais update, c'est la création. Enfin, c'est pas un update, ça serait la création d'un deck. Je pourrais créer Kira, donc Kira qui est un deck
contrôle vert-bleu de Star Wars Unlimited qui a énormément performé récemment. Je pense avoir quasiment toutes les cartes, mais il va quand même en manquer quelques-unes. Le live a déjà un peu duré. Pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est déjà ça a déjà un certain engagement de regarder des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie. Donc je vais vous épargner la création de la decklist Kira vert-bleu, mais il y a un monde où je monte ça dans les jours prochains, quoi. Et au pire, je ferai un tournoi avec, je vous le présenterai et compagnie, quoi. Mais là, sur l'update, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. On aura mis à jour, donc du coup, notre deck Florian. On aura mis à jour notre deck Yu-Gi-Oh! Et je vous aurai partagé rapidement la mage Lorcana avec ce deck violet-gris. Ça nous a donné l'opportunité de discuter de pas mal de sujets TCG, souvent en plus axés par le jeu sur lequel j'étais en train de monter le deck. Et c'est cool, c'est des moments sur lesquels on peut s'exprimer de manière un peu plus chill que lors des vidéos. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez sur YouTube. Merci à Twitch de m'avoir accompagné pour ce petit rangement. Et puis on se retrouve pour toujours plus de contenu. Ciao, à plus.